Donc le premier point, et je vais proposer à Hubert de lancer ce point sur la première délibération, qui est la modification APCP, le temps qu'il signe les documents. Voilà, je suis prêt. Merci, Monsieur le Président. Donc, vous l'avez compris, vous allez me subir un petit peu ce soir, parce qu'en fait, j'ai deux points, dont un relativement important. Ce premier sujet concernant les modifications APCP, là, j'en profite pour faire une petite observation d'ordre général sur le fait que on a fait des gros progrès au cours de ce municipio sur un certain nombre de choses. Et en particulier, je me rappelle des discussions budgétaires de début de mandat où on constatait que il y a des choses qui collaient pas et qu'en fait on était en taux de réalisation un peu faible, etc. Mais je veux dire que les APCP, pour ceux qui se rappellent pas ce que ça veut dire, hein, c'est les autorisations de programme et les crédits de paiement. C'est un système qui nous permet d'optimiser un petit peu la façon dont on travaille et de faire par année des engagements, alors que auparavant, quand on avait prévu de faire un investissement sur plusieurs années, eh ben, je veux dire qu'on mobilisait beaucoup d'argent, etc. Puis en fait, on se rendait compte qu'on n'utilisait pas cet argent. Ces nouvelles pratiques ont cet intérêt, c'est qu'effectivement, on suit de beaucoup plus près les opérations et comment ça se passe. L'intérêt, c'est qu'effectivement, on prévoit mieux et on ajuste beaucoup mieux la façon dont on travaille sur nos différents projets. Donc, pour une fois, c'est un satisfecit parce que effectivement, on peut considérer que la communauté d'agglomération fait des progrès. Et puis, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais sur le processus budgétaire, on a aussi fait un certain nombre de progrès. Donc, on a là objectivement une raison de se féliciter de la façon dont on travaille. Alors, sur cette première délibération qui est soumise à votre approbation, eh bien, je veux dire que dans le droit fil de ce que je disais, c'est que on essaye d'adapter au plus près de la réalité la façon dont nous travaillons sur les engagements de dépenses. Donc, dans le contexte qui vous est rappelé, dans le budget prévitif 2024, une nouvelle autorisation de programme pour le parc autodéchets, c'est-à-dire qu'en fait, on a ciblé des dépenses particulières et puis on dit, tiens, voilà, on va faire une autorisation de programme là-dessus. En juin 2025, on a fait une autorisation de programme Maison des services publics, parce qu'effectivement, on sait que ça va venir un jour ou l'autre, et donc on dit, on va lancer ce programme. Ce qui est intéressant, comme je venais de vous le dire, c'est d'ajuster au plus près de la réalité les autorisations de programme qui disent on va ouvrir un montant pour tel investissement, et puis les crédits de paiement, c'est effectivement ce qu'on va allouer sur le montant de cette autorisation de programme au cours d'une année de paiement. Donc voilà un petit peu les principes et ce qui vous est proposé sur cette première délibération, c'est d'acter le fait que les services ont très bien fait le travail et les communes aussi, et qu'en fait on ajuste au plus près les restes à dépenser sur les programmes qui sont établis pour dire voilà, d'ici la fin de l'année, voilà ce qu'on va dépenser. Donc vous avez pris connaissance des montants, mais par exemple, donc, au titre de l'année 2025, les services ont constaté qu'on pouvait envisager qu'il manquait 52 000 euros au titre de la politique des eaux pluviales. Concernant le fonds de concours des communes, donc on a fait le point avec les différentes communes et ils nous ont dit voilà, d'ici la fin de l'année, voilà ce que je vais vous envoyer comme réalisation de façon à ce que ce soit payé. Et puis, enfin, les fonds de concours aux équipements structurants à hauteur de 1 million. Donc, voilà un petit peu le résumé de tout ça. Ce qui est intéressant, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que on adapte au plus près des besoins la réalité des choses,
et qu'effectivement, on est, je dirais, plus vertueux parce qu'effectivement, on a bien la maîtrise de la façon dont on travaille. Donc, à moins que vous ayez des questions particulières sur les différents sujets, mais c'est intéressant de rappeler que cette modification dans notre façon de travailler, je veux dire, paye parce qu'elle est effectivement, elle démontre une gestion plus rigoureuse de la façon dont on gère les différents projets. Donc, si vous êtes d'accord, je vous propose de passer au vote sur cette délibération, donc, qui dit qu'effectivement, on valide l'abondement des crédits de paiement du programme eau pluviale pour 52 000, l'abondement des crédits de paiement des fonds de concours aux communes de 714 750 € et l'abondement des crédits de paiement des fonds de concours aux équipements structurants pour 1 million. Voilà, donc on précise que les crédits de paiement sont inscrits au budget principal 2025. Très bien, merci Hubert pour cette présentation synthétique. Est-ce que vous avez des ajouts, des questions sur cette modification d'APCP? Eh bien écoutez, je vous propose de mettre au vote. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Je reviens juste un peu en arrière. J'ai omis de vous faire approuver le compte-rendu de la séance du 16 octobre 2025. Merci Didier de me l'avoir rappelé. Donc, est-ce qu'il y a des ajouts, des commentaires à faire sur ce compte-rendu? Eh bien, écoutez, je vais mettre au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Il est donc adopté à l'unanimité. Le point numéro 2, donc là, il s'agit du transfert d'emprunt 2023 du budget général vers le budget annexe déchets. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Et le point numéro 3, là aussi, il s'agit d'un transfert d'emprunt 2023 du budget général vers le budget annexe GEMAPI. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point numéro 4, donc, qui, comme chaque année, va vous être présenté, il s'agit donc là du débat d'orientation budgétaire, pour lequel vous avez eu un rapport d'annexé à la délibération. Et je vais laisser Hubert vous faire une présentation et après nous pourrons débattre justement sur les orientations qui vous sont proposées au titre de ce budget pour l'année 2026. Hubert. Merci, Monsieur le Président. Alors, un petit propos liminaire pour commencer. Le processus budgétaire est un exercice qui requiert énormément de travail, et de la part des agents, que je remercie au passage, et de la part de chacun d'entre vous, puisqu'en fait les différents vice-présidents en charge des différents sujets qui nous concernent ont été consultés, on a travaillé ensemble, etc. Et donc c'est un long processus. Et je vous parlais tout à l'heure de démarches vertueuses qu'on avait entamées, en particulier concernant les APCP. Je veux dire que le processus budgétaire relève aussi d'une même amélioration par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. Et je dirais qu'on est en progrès permanent, ce qui est une bonne chose. Donc, comme vous l'a indiqué Nicolas Criot, vous avez reçu en anticipation un rapport d'orientation budgétaire dans lequel vous avez un certain nombre d'informations, et je veux dire un nombre certain d'informations qui sont extrêmement complets, qui partent d'aspects complètement généraux et qui va dans les détails, dans un certain nombre de choses, qui vous expliquent un petit peu comment ça fonctionne. Je vais faire un tout petit retour en arrière sur les différents débats d'orientation budgétaire que nous avons eus. Le premier du municipal, ce n'était un où on avait décidé d'augmenter un petit peu les impôts en début de municipal, sachant qu'après, quand nous avons fait le projet de territoire, le conseil communautaire avait acté qu'il n'y aurait pas de nouvelles augmentation des impôts. Alors, il faut mettre ça entre parenthèses parce qu'il y a des impôts qui augmentent malgré tout, mais du taux de la communauté de communes sur la fiscalité de nos habitants. Et donc ça, c'est quelque chose qui a tenu. Et jusqu'à présent, toutes les
les débats d'orientation budgétaire que nous avons eus, eh bien, effectivement, on a pu constater que la politique générale de la communauté d'agglomération avait été suivie, que les perspectives étaient plutôt favorables et que toutes les choses se passaient bien et qu'on était en ligne sur la façon dont les affaires étaient conduites et sur je dirais, la rectitude financière de la communauté d'agglomération, c'est-à-dire que sur les indicateurs principaux sur lesquels on peut regarder, enfin des œils extérieurs peuvent jeter un œil sur les comptes, et bien effectivement, nous avons une capacité d'autofinancement intéressante, que nous avions un endettement relativement faible, voire très faible, qui effectivement nous permettent d'être relativement confortables dans ces choses-là. Bon, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet sur le débat d'orientation budgétaire. Simplement pour vous rappeler, avant tout, je vous ai parlé du processus budgétaire. Il faut savoir que il y a un certain nombre de nuages qui s'amoncellent dans le ciel et qui sont de nature à nous dire d'être prudents. Donc, dans le processus budgétaire, les lettres de cadrage qui ont été envoyées aux différentes directions avaient des objectifs assez contraignants de diminution des frais de fonctionnement. Et je veux dire que c'est effectivement ce qui vous a été proposé, ce dont je vous propose la lecture maintenant, sont des propositions qui ont été passées au crible avec des analyses et un certain nombre d'arbitrages qui ont été faits pour essayer d'être le plus sain possible dans les budgets qui nous seront proposés après. Donc, vous avez cette première image qui vous donne les budgets consolidés. Eh bien, effectivement, vous vous rendez compte qu'en fonctionnement, on était à 97 560 l'année dernière et que ce qui est proposé au titre de 2026, c'est 99 625 000, c'est-à-dire une hausse qu'on va qualifier de raisonnable. Alors, on peut la comparer à un certain nombre de choses sur l'inflation, etc., etc. Je veux dire que dans les directions qui avaient été données au service, c'était objectivement de diminuer les frais de fonctionnement de façon significative. Alors, il y en a beaucoup sur lesquels on a la main et on peut faire, et il y en a un certain nombre sur lesquels on n'a absolument pas la main. Donc, au rang desquels je citerai sur les frais de personnel l'augmentation naturelle de l'enveloppe par les progressions de salaire des agents, et bien entendu la CNRACL, vous savez tous pertinemment que ça impacte de façon très, très significative les choses. Une autre considération d'ordre général, c'est toutes les délégations de services qu'on peut faire. Ben là, je veux dire qu'on ne peut pas demander à la direction dont ça dépend de faire une diminution de dépenses parce que on est lié par des contrats et les contrats prévoient des clauses de révision qui, elles, sont indexées sur les coefficients, enfin sur un certain nombre de choses. Et donc, ça augmente mécaniquement. Quand vous regardez donc ces chiffres de budget consolidé, donc la hausse est relativement modérée globalement sur le budget de fonctionnement. Bon, vous en avez qui descendent, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est celles sur lesquelles on a complètement la main, on a fait un certain nombre d'efforts, et puis celles sur lesquelles on peut moins. Alors, il y a bien entendu un certain nombre de choses et de nouveautés par rapport aux années précédentes, et en particulier, hein, vous avez tous en tête le budget transport et mobilité qui effectivement maintenant incombe à la communauté d'agglomération, donc naturellement va avoir un impact significatif sur les opérations. Bon, on va passer sur la slide suivante. Les principaux investissements de 2026, ben ça c'est intéressant parce qu'effectivement, tous ces investissements, c'est le projet de territoire qui est décliné dans un certain nombre de choses. Vous avez ici les investissements principaux qui interviennent sur l'année 2026. Bon, vous savez que le nouveau conservatoire est en cours de construction, donc il y a 8 millions qui est prévu sur l'année 2026 sur un total d'un budget de 17 millions. Au niveau des renouvellements des réseaux d'eau,
eh ben, il y a 7,4 millions en 7,4 millions en eau et 9,7 millions en assainissement, donc c'est des montants tout à fait significatifs. Poursuite du renforcement des réseaux en eau pluviale pour 3 millions. Le nouveau budget annexe transport mobilité dont je vous parlais tout à l'heure, donc là, entre les achats de matériel de transport et le dépôt, un montant de 14 millions 3 qui est très significatif. Participation au financement de l'unité de valorisation d'énergie, vous savez tous, c'est l'usine de traitement des ordures ménagères, valorisation, pardon, des ordures ménagères sur lequel on est en co-investissement avec Nantes, enfin un certain nombre de PCI, etc., qui sont un choix qui coûte cher, mais qui va nous faire des économies, parce qu'on fait des économies en transport et on fait des économies en taxe générale sur les activités polluantes qui vont diminuer en raison de cet investissement. Assurer à tout le monde un parcours résidentiel de qualité. Ben ça, c'est la poursuite de ce que nous faisons en matière de logement et d'habitat avec Michel qui n'est pas là, donc ah ben non, je ne vais pas féliciter Michel, mais si on le fait. Enveloppe des fonds de concours 2 millions, ben ça c'est classique. Et puis les fonds de concours structurants pour les équipements à rayonnement qui sont de 3 millions par an sur la période 2024-2026. Et donc ça, voilà. Donc, objectivement, beaucoup de dépenses qui sont tout à fait ciblées et qui sont significatives. Alors là, vous avez la déclinaison du premier tableau que vous avez vu tout à l'heure, mais par politique. Alors, la politique ressources, la difficulté de la politique ressources, c'est on pourrait penser ressources humaines, mais il n'y a pas que ça dans la politique ressources. Mais bon, là vous avez une ventilation entre guillemets des dépenses par politique qui vous donne un petit peu les choses. Alors si on résume en gros, 100 millions de frais de fonctionnement et puis 65 millions en investissement au titre de l'année qui va venir. Alors, je vous le suggérais tout à l'heure, des économies dans tous les secteurs en fonctionnement. Je vais vous prendre une image. Dans les lettres de cadrage, c'est pas la première année où on demande des efforts aux services en disant il faut qu'on resserre un petit peu. Vous savez que on entend très souvent des discours de gens qui nous parlent de oui, les communautés d'agglomération, vous êtes riches, c'est l'armée mexicaine, il y a beaucoup de gens qui servent à rien, etc., etc., etc. Bon, c'est une musique qu'on entend très régulièrement en disant il faudrait que vous dégraissiez de Mammouth. Enfin, ça, c'est une image de M. Alec qui concerne une autre administration. Mais je veux dire que vous avez cette musique qui vous venait régulièrement aux oreilles. Il faut savoir que cette année, on a demandé un effort supplémentaire, complémentaire à tout le monde. Et je vais encore prendre une image. Les efforts qui ont été faits ont été extrêmement significatifs. Et je ne pourrais pas, ou je pourrais m'expliquer à tous ceux qui me disent vous n'avez pas fait assez. Là, je vais prendre une image. Là, on est à l'os. Je veux dire, si vous voulez faire m'écrire le budget, il faut retirer un os. Hein. Alors, je veux dire, on peut, hein. Techniquement, c'est possible, mais ça fait mal. Bon, donc, très concrètement, on a fait des économies dans tous les domaines. On a regardé les organismes avec lesquels on travaille régulièrement et on leur a demandé, on leur a dit, on va baisser de façon significative les contributions parce qu'effectivement, je veux dire, dans le droit fil de l'État qui donne moins, des régions qui donnent moins, du département qui donne moins, etc., je veux dire que nous, on ne peut pas continuer à donner la même chose à tout le monde tel qu'on pouvait le faire avant, parce qu'effectivement, globalement, ça ne va pas. Donc, là, en fonctionnement, 600 000 euros d'économie nette, quand, vous voyez, suppression de 6 postes, ben c'est des postes qui étaient existants, qui n'ont pas été renouvelés. Donc là, objectivement, on fait une économie. Baisse des remplacements, bah,
dans un système correct, on anticipe toujours qu'il y a des gens qu'il va falloir remplacer parce qu'il y aura une maladie, parce qu'il y aura eu quelque chose, etc. Ben là, on a resserré les boulons en disant il y a moins de gras. Donc, effectivement, il est tout à fait possible qu'on se retrouve avec des services qui fonctionnent un tout petit peu moins bien parce qu'effectivement, il manquera de ressources à ce moment-là. Mais je veux dire que c'est un choix, on l'assume, et il faut savoir qu'effectivement, on a vraiment fait des efforts très significatifs. Alors, en investissement, eh bien, là aussi, nous avons été conduits à faire des ajustements et des priorités parce qu'effectivement, quand on avait repris la copie de tous les services et de toutes les directions, ben on s'était rendu compte qu'il y avait plus de montants, un, qu'on était capable de financer immédiatement, deux, qu'on était capable de réaliser techniquement avec nos équipes, etc. Du coup, on a été obligé de travailler un petit peu sur tout ça avec toutes les directions, avec les agents, avec les élus. Et puis, effectivement, on est obligé de faire des arbitrages, c'est-à-dire que quelque chose qui devait avoir lieu en 2026, on va dire ce sera début 2027. Je veux dire que le projet n'est pas annulé, mais on va le décaler un petit peu parce que sinon, on ne s'est pas fait. Donc, report de certains travaux ou lissage sur 2 exercices de certaines choses. Voilà, alors, slide suivante, s'il vous plaît. Taxe GEMAPI. Bon, la taxe GEMAPI, quand je vous disais tout à l'heure que la communauté d'agglo n'avait pas augmenté la fiscalité directe qu'on connaît sur nos feuilles d'impôt taxes foncières, je veux dire qu'il y a un certain nombre de taxes diverses avec des budgets divers sur lesquels il peut y avoir des évolutions. Donc, la taxe GEMAPI fait partie de celle-là. Actuellement, on a une taxe qui était à 1 million d'euros. Bon, vous savez que GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. C'est plafonné. Il faut savoir que cette taxe, elle est plafonnée. Et quand on regarde l'ampleur, entre guillemets, de ce qu'il faudrait faire pour gérer ces milieux aquatiques et la prévention des inondations, on se dit peut-être qu'à un moment donné, on sera au plafond et qu'on ne pourra pas tout faire. Bon, alors, donc, ce qu'il faut savoir là-dessus de cette taxe GEMAPI, c'est qu'effectivement, ce qu'il est proposé dans ce budget, c'est qu'elle passe à 2,5 millions contre les 1 million que nous avions là. Il faut savoir qu'on était déjà en dépassement parce qu'effectivement, avec les... Comment ça s'appelle les travaux sur les digues, etc., sur la tempête, je ne me rappelle plus son prénom, celle-là, mais oui, bon, il y a eu des travaux très importants, etc., bon, et qu'effectivement, on sait que les 1 million qu'on avait étaient insuffisants, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, cette taxe GEMAPI va augmenter. Je fais une petite diversion aussi sur le budget des déchets. Vous savez qu'on a toujours dit qu'on ajustait la taxe sur la réalité des coûts. Bon, je veux dire qu'effectivement, ça bouge un petit peu. Je vous parlais tout à l'heure de l'usine de valorisation. L'effet positif dont Claude Baudet nous a parlé l'autre jour, c'est qu'effectivement, on a déjà des déchets qui vont déjà à cet endroit-là, à Mauves-sur-Loire, et ça coûte moins cher, et c'est mieux pour la planète, que là où ils allaient en Mayenne, qui était 2 fois plus loin. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ? C'est ça qui est important. Un budget en fonctionnement qui est contenu, hein, je vous ai dit, on a vraiment fait des efforts très sérieux, et là, je remercie les directions, les services, etc., parce qu'effectivement, c'est un effort global de tout le monde. Donc, fortes économies. En investissement des budgets affectés à la mise en œuvre du projet de territoire, ça je vous en ai parlé tout à l'heure, vous avez vu les principaux investissements qui auraient lieu cette année. Alors, bien entendu, on a une grande inconnue, puisque vous savez qu'il y a des débats à l'Assemblée nationale ces temps-ci, et qu'on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé. Bon, je veux dire qu'effectivement, c'est pas intégré dans les chiffres qui vous ont été présentés dans ce rapport de 26 pages que vous avez eu l'occasion de feuilleter. Donc ça, ce sera un ajustement qu'il faudra faire quand on va passer au vote du budget. Bon,
Prospective complexe. Comme je vous le disais, le premier DOB que nous avons fait sur l'exercice, où nous avons décidé d'une augmentation de la fiscalité et qui nous permettait d'être tranquille et serein. Les prospectives qu'on avait fait jusqu'à l'année dernière étaient relativement tranquilles et on se disait que tout allait bien. Là, je voudrais que vous reteniez au rang de ce débat qu'on va avoir et sur lequel on peut parler, c'est qu'effectivement, les prospectives, elles se sont largement assombries par un certain nombre d'événements qu'on ne maîtrise pas, mais qui fait que très rapidement, il va falloir que les élus, vous savez, ce qu'on a fait comme réalisation cet exercice, excusez-moi, c'est on a fait le projet de territoire, on a fait un pacte fiscal et financier pour dire comment tout ça s'organisait, etc. Et puis, ça fonctionnait relativement bien. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de nuages. Vous avez vu, on a baissé un certain nombre de frais de fonctionnement pour essayer de s'ajuster au plus près. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que il va falloir le budget de fonctionnement entre 2025 et 2028 va être impacté directement par un certain nombre de choses qui nous tombent dessus. 9 millions issus de la loi de finances 2025 de l'État, donc 9 millions sur 4 ans, c'est pas rien. 5 millions de baisse de financement de la région en mobilité, ça, effectivement, on sait que ça va nous coûter très cher. Et puis, le département qui se désengage, etc. Et puis, effectivement, on n'a pas encore les informations sur le... voilà. Et donc, ce qui fait que dans les perspectives, objectivement, il va falloir que le prochain municipe se regarde, comment fonctionne, remettre à jour le pacte fiscal et financier, et regarde un petit peu comment tout ça fonctionne, parce qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose qu'il faudra alléger, des choses sur lesquelles on va mettre des priorités davantage sur tel sujet plutôt que tel autre, mais je veux dire qu'il y aura nécessairement des arbitrages à faire, et éventuellement des décisions relatives à la fiscalité. Mais je veux dire, il ne faut pas rentrer là-dedans avant de regarder ce qu'on peut faire, parce que je veux dire que les élus, on leur reproche souvent, à chaque fois qu'il y a besoin d'appuyer sur le bouton impôt, je veux dire que c'est vraiment quand on n'a pas le choix. Je veux dire, la taxe GEMAPI, on sait que ça existe, c'est un impôt qui est complètement dédié, et donc il n'y a pas de débat, mais malgré tout, la responsabilité des élus, c'est d'essayer de faire au mieux. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Rien. Je pense que je vous ai dressé une vue synthétique de ce rapport d'orientation budgétaire. Et à nouveau, je remercie les services et le concours de tous les vice-présidents sur ce travail budgétaire. Bon, je vais pas redire ce que je disais l'année dernière, où l'année dernière, j'étais très tranquille en disant tout va bien. Là, je veux dire que le projet de budget 2026, il fonctionne, on n'est pas en péril, mais je vous ai dit, il faudra quand même qu'on rediscute tous l'année prochaine parce que ça va se compliquer à l'avenir. Voilà, maintenant je suis à votre disposition pour répondre à vos interrogations, aux questions que vous pouvez avoir, aux précisions que vous souhaiteriez sur tel ou tel sujet. Donc, je vous laisse la parole. Alors, les premières interventions après cette présentation par Hubert, qui souhaite s'exprimer sur ses orientations. Alors, pourtant que vous réfléchissez à la question, on va préciser quand même que dans le projet de loi de finances, l'année dernière, la baisse de dotation qui avait été décidée pour l'ensemble des collectivités était de 2 milliards d'euros. Les choses qui sont posées dans le cadre des discussions à l'Assemblée sur la loi de finances 2026, on n'est plus sur 2 milliards, on est sur 5 milliards. Voilà. Donc ça veut dire que l'exercice, on est exactement dans la même situation qu'on a vécue l'année dernière. Et je le dis parce que certains de mes collègues maires aussi, certaines communes ont subi aussi dans le calcul une baisse de leur dotation, vraisemblablement qu'elles n'y échapperont pas non plus
en 2026 et que d'autres communes aussi peuvent être concernées. Donc là, on est resté très prudent. Comme l'a dit Hubert, on vous présente plutôt un débat d'orientation budgétaire, je vais dire technique, hein, puisqu'on arrive en fin de mandat. Globalement, c'est tous les projets inscrits qui sont poursuivis en investissement. Et le fonctionnement, et je reprends les propos de Hubert, je salue le travail des services et des collègues vice-présidents, puisque l'effort net de cette année pour la construction de budget, Hubert nous en a parlé, c'est 600 000 €, et qui fait suite à un budget en 2025 où c'était un effort de 1 million. Donc c'est 1 million plus là 600 000 €, c'est 1 600 000 €. Et je le rappelle aussi parce qu'on vous a très bien présenté le budget principal et les budgets annexes. Les marges de manœuvre du budget de l'agglo sont essentiellement, voire exclusivement, sur le budget principal. Tous les autres budgets portés dans la délégation de Claude doivent être, eux, à l'équilibre. Tout ce qui est délégation de services publics, des équipements aquatiques, la collectivité verse la subvention d'équilibre. Et pour la mobilité et le transport, l'agglo aussi versera la subvention d'équilibre. Mais par contre, pour les budgets qui sont à l'équilibre, déchets et autres, il ne peut pas y avoir, par contre à l'inverse, de versement du budget annexe vers le budget principal. Ça, c'est totalement interdit. Ça veut dire que les marges de manœuvre, c'est celles qu'on a faites, on les a faites auprès des partenaires, pour lesquels la plupart, on a baissé nos participations. Il est important aussi, et ça a été fait dans un dialogue, une information et une rencontre avec l'ensemble des partenaires. Mais on peut être rassuré ou pas, alors inquiet, oui, mais l'ensemble des EPCI du territoire, de France et de Navarre, sont exactement dans la même situation que nous. Donc globalement, ce qu'on vous propose là nécessitera, avec l'installation des futurs élus en 2026, vraisemblablement une décision modificative du budget à l'aube de la fin du premier semestre, au vu des éléments définitifs que nous aurons en notre possession. Mais voilà, ce contexte et ces directives, et tant que ce budget n'est pas adopté, nous sommes dans le tunnel, mais pour l'instant, nous n'en voyons pas le bout. Voilà. Questions, interrogations? Toujours pas de questions préparées. Alors, Claude. Oui, merci Hubert pour la clarté de toutes ces explications. On voit, comme vous l'avez rappelé l'un et l'autre, les difficultés qui sont devant nous. La question qu'on peut peut-être se poser, effectivement, c'est pour les futurs mandats, ce sera, je pense, la nécessaire attention qu'il faudra porter à notre projet de territoire, qui méritera probablement une révision, puisque je ne sais pas si avec tout ce qui a été annoncé, nous pourrons aller au bout de ce projet de territoire. Et auquel cas, est-ce qu'il ne faudra pas se reconcentrer vers les compétences fondamentales d'une agglo et voire abandonner certains axes de notre projet de territoire? Je crois que c'est aussi les choses qu'il faut mettre en avant. Bon, pour ce qui est des budgets annexes, tu l'as rappelé, Nicolas, effectivement, les budgets doivent être à l'équilibre, et c'est ce qui permet aussi de garantir le service public et un service de qualité et de proximité. Donc là-dessus, on ne sait pas là que vont être les craintes, mais les craintes vont être effectivement sur le budget principal. Et je rappelle que dans le budget principal, il y a aussi les eaux pluviales, par exemple. On ne pourra pas répondre aux problématiques d'éventuels dérèglements climatiques plus importants, ou alors il faudra faire d'autres choix ailleurs. Donc c'est vrai que beaucoup de choses ont été initiées pendant ce mandat.
vraiment, il y a eu beaucoup de champs qui ont été couverts, des ouvertures à droite et à gauche. Je parle pas politiquement parlant, hein, je parle des ouvertures de ci et de là sur des champs comme par exemple la santé, sur la culture, sur les équipements, etc., etc. Et on est allé assez loin quand, en fait, hein, pour répondre aux besoins des usagers. Et je crois que sans non plus noircir trop le tableau, le mandat suivant devra forcément s'interroger sur la redéfinition des projets visés par notre agglo. Merci Claude pour ces précisions. Il est vrai que je confirme que ce que nous avons toujours porté collectivement dans la construction du projet de territoire, il a été porté à l'échéance de 2030, mais il a surtout à vocation à s'adapter d'abord aux choix politiques qui seront à faire à l'aube pour le prochain mandat, mais aussi sur notre capacité à faire, que ce soit, et tu l'as dit Hubert, que ce soit en termes de moyens humains, techniques, et que ce soit en termes de moyens financiers. Donc ça aussi, c'est une responsabilité, notre responsabilité en tant qu'élu, de pouvoir porter, mais ça fera partie de l'objet de débats et de co-construction qui seront menés avec les nouveaux élus communautaires pour redéfinir les orientations, les priorités et les moyens qui seront alloués à ces politiques publiques. Mais on l'a dit, c'est uniquement sur le budget principal. Oui, Norbert. Non, pardon. Très rapidement, juste pour dire, c'est vrai qu'en ce moment, on est plutôt dans une phase un petit peu pessimiste, globalement, avec un plan de loi de finances qui a du mal à se dessiner, ou en tout cas à se décider. C'est vrai, je pense qu'on a eu une intercommunalité qui a été extrêmement ambitieuse durant ce mandat, et même si nous allons traverser une phase un petit peu plus délicate, je pense qu'il ne faut pas renoncer à ces ambitions. Et donc, à ce titre, soit il y aura des choix à faire, soit il y aura un pragmatisme à avoir au fil de l'eau et au fil du temps. Mais je crois qu'il faut continuer à poursuivre en tout cas certaines ambitions parce que je crois qu'elles ont donné aussi un dynamisme au territoire tout particulier et que ce dynamisme, ça fait aussi partie de l'attractivité du territoire et du fait qu'aujourd'hui, on ait un territoire qui soit reconnu, qui soit proactif. Je prends la dernière labellisation en matière, pas labellisation, la dernière reconnaissance en matière de biodiversité. Et je crois qu'il faut continuer à œuvrer dans certains champs, soit peut-être à en abandonner d'autres, mais toujours avec une perspective d'ambition. Je voudrais pas qu'on glisse un message cette période qui est très particulière, puisqu'elle se trouve la veille d'une échéance particulière, qui est de dire nous nous replions totalement sur nous-mêmes et non, il faut continuer à garder des ambitions, nous en avons encore les capacités, donc ne soyons pas trop noirs, mais faisons des choix, et ces choix, ils vont se faire effectivement en fonction des orientations et des objectifs principaux que les prochains élus seront amenés à trancher au fil du temps. Voilà. Mais ce que je voulais bien dire, conservons cette ambition, conservons cette volonté d'aller de l'avant pour notre territoire. Je pense que c'est extrêmement porteur et il faut continuer dans ce sens-là. Merci. Merci Norbert. On parle bien d'ambition lucide et d'ambition. Et ce qui sera aussi le travail qui a été commandé aussi avec Hubert, c'est aussi, dans les choix, c'est de mesurer nos politiques publiques. C'est-à-dire, c'est être capable d'analyser notre action et de voir justement une aide à la décision dans les orientations, dans les champs d'action qui seront définis dans les 3 ambitions et dans les actions qui seront portées. C'est bien ça la philosophie. Y a-t-il d'autres interventions ? Eh bien, écoutez, je vous propose de mettre au vote, de prendre acte du débat d'orientation budgétaire. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Merci, Hubert. Le point numéro 5, donc, il s'agit d'une décision modificative numéro 5 du budget principal 2025. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 6, décision modificative numéro 2 du budget annexe assainissement 2025. Y a-t-il des abstentions?
des votes contre, c'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 7, décision modificative numéro 3, budget annexe zone d'activité économique 2025. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 8, décision modificative numéro 2 du budget annexe déchets 2025. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 9, décision modificative numéro 3 du budget annexe GEMAPI 2025. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 10, décision modificative numéro 2 du budget annexe transport mobilité 2025. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le budget eau pour le point 11, il s'agit de tarifs 2026 de la contre-valeur de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 12 pour le budget assainissement, donc il s'agit des tarifs 2026 de la contre-valeur de la redevance pour la performance des réseaux d'assainissement. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 13, il s'agit des déchets du tarif au 1er janvier 2026. Donc la collecte des déchets est assimilée, donc redevance et renouvellement matériel, et accueil des déchets en déchetterie. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 14, attribution de compensation définitive 2025. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 15, donc là il s'agit d'émettre un avis favorable à une dérogation repos dominical pour l'année 2026 pour la commune de Saint-Molf. Donc je vous propose de mettre au vote l'avis favorable de l'EPCI. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Ensuite, les points 16, 17, 18, 19, donc là, il s'agit d'attribution de fonds de concours général. Donc, pour le point numéro 16, il y aura donc un déport des élus d'Acérac. Là, il s'agit du fonds de concours général 2025, donc l'attribution pour Acérac du programme de modernisation de la voirie 2025. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Le point numéro 17, donc il y aura déport de vote des élus de Pénétin. Donc là, il s'agit du fonds de concours général 2025, donc attribution à Pénétin pour le programme de voirie 2025. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Pour le point 18, déport des élus de Saint-Molf. Donc, il s'agit du fonds de concours général 2025, donc attribution pour Saint-Molf du PAVC 2026. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Le point 19, donc déport des élus de Saint-Molf, donc fonds de concours général 2025, attribution à Saint-Molf pour des reprises des concessions et réalisation d'un ossuaire dans le cimetière communal. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Le point numéro 20, là, il s'agit des modalités de versement de l'ISOE, de l'IFTS et des HSE aux agents de la filière culturelle enseignement artistique. Je vous laisserai découvrir les acronymes. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 21 que je vais vous présenter, puisque là, il s'agit, dans le cadre de la politique, de la stratégie foncière de Cap-Atlantique, l'AGLO, l'opportunité de pouvoir se constituer un patrimoine foncier, puisque nous avions déjà eu l'occasion de le partager. Cap-Atlantique a un patrimoine très restreint. Le plus important, c'est son siège social à La Baule, une maison à Bas-sur-Mer, une belle surface naturelle au Pouliguen,
et une maison près de la gare à La Baule. Voilà globalement le patrimoine de Cap-Atlantique. Donc là, l'objectif qui a été porté, c'est de pouvoir se constituer un patrimoine foncier qui aura vocation dans les décennies à venir, alors quand je parle décennies, ça peut être 10, ça peut être 20, à pouvoir offrir aux élus qui nous succéderont la possibilité d'avoir une réponse pour porter des projets, aussi bien des besoins de services publics pour Cap-Atlantique que des décisions qui peuvent être prises dans l'intérêt général des communes ou du territoire. Donc pour ce faire, vous vous rappelez que nous avons déjà fait l'acquisition d'une parcelle sur le site de Bréadour, à Guérande. Donc cette parcelle aura vocation à accueillir le futur siège social de Cap-Atlantique. Et nous avons eu l'opportunité sur une parcelle qui se trouve juste à côté. Donc pour ceux qui connaissent dans le parc d'activités Bréadour, c'est là où actuellement il y a ce qu'on appelle une pépinière d'entreprise. Et il y a un hangar qui est mitoyen de cette pépinière d'entreprise. Et si je continue sur les parcelles, il y a un parking qui est, lui, propriété de la ville de Guérande. Et derrière, il y a une parcelle aussi qui pouvait être discutée, négociée. Puisqu'il faut savoir que nous n'avions qu'un seul interlocuteur pour mener ces négociations. Il s'agit de Loire-Atlantique Développement. Donc l'aménageur public, la ZAC avait été clôturée au niveau de Bréadour entre la ville de Guérande et LAD est resté propriétaire de ce foncier-là. Donc dans une démarche d'étude de demande faite d'estimation auprès des domaines, nous avons donc entamé une négociation avec LAD pour nous porter acquéreur des 3 parcelles. Hein. Donc celle que je vous ai évoquée où il y a la pépinière, où il y a un entrepôt alors qui accueille une association qui est Access Réagis. Hein, et après, une autre parcelle qui se trouve derrière le parking. Alors, l'idée, c'est que Access Réagisse, le transfert de bail se fasse au bénéfice de Cap-Atlantique et que Access Réagisse, du coup, paiera ses loyers directement à Cap-Atlantique et que dans une perspective, mais de toute façon qui ne sera pas avant 6, 7 ans, 8 ans, ça puisse évoluer. Alors, c'est facile, je vous dis ça, on ne sait pas dans quel contexte on sera. Déjà, on ne sait pas comment on va être en 2026, 27. Donc, bon, voilà. Sauf que là, bon, c'est une opportunité. Donc là, la négociation, comme vous avez pu le voir dans la délibération, elle est donc découpée en 3 lots. Alors, je vous fais grâce de l'ensemble des numéros de parcelles, mais ce qui est proposé, donc, c'est l'acquisition en 3 lots. Donc une partie pour un ensemble bâti, donc ça c'est celui qui concerne la pépinière d'entreprise, donc qui s'évalue, enfin qui est évalué à 841 857 €. L'autre parcelle qui est estimée à 253 000 €, et ça nous fait en gros un total d'acquisition. Alors je me lance dans le total, mais je ne l'ai pas. Bon, bah quelqu'un va me faire le calcul. On doit être à 1 million. Alors, c'est sur la première page. Très bien. 1 95 772 €. Alors, je précise aussi parce que quand Hubert, tu nous as présenté le budget dans le cadre du DOB, vous avez vu une ligne, sans doute sur la ligne développement économique, qui était à plus d'1 200 000 en fonctionnement. Il s'agit là, dans la construction du DOB, d'intégrer l'acquisition de ces parcelles-là. Hein. Alors, vous verrez la spécificité, mais qui ne nous arrange pas, c'est qu'on est obligé de le passer en fonctionnement et que ça ne peut pas passer en investissement. Hein. C'est ça je veux dire, la contrariété. C'est... Non, parce que Philippe m'a dit que c'était dans le budget, dans le DOB, c'était ce qui était provisionné, c'était Pré-Gobelin ou Bréadour? Ah, pardon. Donc, oubliez ce que j'ai dit.
Mais quand voilà, on parle de chiffres à peu près identiques, donc très vite j'ai fait un transfert. Mais bon, je vous rassure, c'est quand même bien dans le budget, quoi. Hein. Voilà, donc là c'est ce qui vous est présenté, donc ça laissera la possibilité d'une réflexion pour les élus à venir sur un aménagement plus global, repenser le secteur, puisqu'il y aura forcément aussi des aménagements à prévoir d'accès à la zone de Bréhadour, mais ce qui est prévu avec le département, à ce que quand vous êtes au niveau du rond-point de Saint-Liphard et que vous alliez vers le rond-point du Moulin du Diable, à ce qu'il y ait un tourne à droite pour entrer dans la zone de Bréhadour. Hein. Donc ça, on a l'autorisation du département. Hein. Et tout ceci ne sera aménagé qu'à l'aube du projet du siège. Alors, c'est important aussi, et ça sera le travail qu'il y aura à faire par les services, puisque comme la ville de Guérande a lancé la révision de son plan local d'urbanisme, et que celui-ci doit être adopté en 2028, il y aura donc déjà une réflexion et des orientations qui devront être prises par l'agglomération pour indiquer en termes de PLU quel secteur et quelle destination sera possible globalement sur cette parcelle. Alors ça peut être une orientation d'aménagement programmé qui donne les grandes lignes, ou ça sera à voir aussi dans l'échange avec l'agglo. Voilà. Je sais pas, est-ce que vous avez des questions, des points sur cette acquisition et cette stratégie de se constituer du foncier? Pas d'observation? Bien écoutez, je vous propose donc de mettre au vote donc l'acquisition pour un montant de 1 095 772,36 €. Donc l'ensemble immobilier tel qu'il est défini dans la délibération, et donc d'approuver cette acquisition auprès de LAD, d'approuver, comme je vous l'ai dit aussi, la reprise du bail en vue de gérer l'association au niveau de la location Access Réagis, et autoriser le président à signer tous les actes afférents à cette acquisition, sa gestion, et à passer tout avenant, le cas échéant, pour le bail conclu avec Access Réagis. Et dit que l'acte authentique est établi par Maître Caussade, notaire presqu'île associé, qui est le notaire désigné par l'acquéreur. Et dit que les crédits correspondants seront bien inscrits au budget général de Cap-Atlantique, La Baule, Guérande, Agglo. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Le point numéro 22, donc là il s'agit du compte-rendu d'activité à la collectivité locale année 2024 sur l'opération d'aménagement de la ZAC du Pré-Gauvelin. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Alors le sujet qu'on évoquait, voilà, point 23, rachat de foncier aménagé de la tranche 1 pour l'opération de la ZAC du Pré-Gauvelin. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 24, donc là, il s'agit de la création d'un tarif pour la location de l'espace snacking d'Aquaball. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Alors, le point numéro 25, pour le centre aquatique d'Herbignac. Alors, je me rappelle des propos tenus par Bernard au conseil communautaire précédent, du 16 octobre, qui disait « Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus ». C'était ça, Bernard. Bon, alors... C'est vrai que le projet de la piscine d'Herbignac a une certaine antériorité. Alors, c'est moins que l'on puisse dire. Alors, par contre, ce que nous pouvons là vous annoncer, puisque c'est ce que nous avons eu comme confirmation, donc l'ensemble des élus du conseil communautaire recevra une invitation, puisqu'il est prévu l'inauguration de l'espace aquatique d'Herbignac le 10 décembre 2025. Le 10 décembre 2025. Donc, il sera, ça c'est la phase d'inauguration, l'équipement sera ouvert au public à partir du 20 décembre, et il sera ouvert aux scolaires à partir de la rentrée de janvier 2026. Donc ça se fait en 3 temps. Et
c'est aussi le point de cette délibération, puisque des propositions avaient été effectuées aux habitants d'Herbignac et également aux habitants de Cap-Atlantique pour leur proposer de désigner un nom au centre aquatique d'Herbignac. Donc, ce qui a été mis au vote et qui a recueilli le plus de suffrages auprès des habitants, avec 440 voix, il s'agira donc du centre Aqua Herbignac, centre aquatique de la Brière. Voilà, donc un beau clin d'œil aussi à notre territoire. Et voilà, bon, je sais, il y a beaucoup d'Herbignacais qui ont participé, mais c'est normal. L'équipement est sur le territoire, le pôle, enfin, je vais pas dire le pôle nord, mais le nord du territoire, parce qu'il n'y a pas de bassin extérieur. Hein. Hein. Voilà, donc ce qui vous est demandé... Il y a un espace pour la bronzette. Ah, pardon. Il y a un espace pour la bronzette. Bon, alors... Bon, Christelle, tu verras si tu peux installer un solarium. Parce que... hein. Donc, si vous est proposé ce soir, donc si vous êtes d'accord, donc c'est approuvé que le centre aquatique Aqua Herbignac sera donc désigné centre aquatique de la Brière et que voilà, au travers des dates que je vous ai données, donc mettez une option, enfin réservez dans votre tablette le 10 décembre 2025, inauguration du centre aquatique. Donc, je vous propose de mettre au vote. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Et c'est un très beau cadeau de Noël. Hein? Le point 26 aussi, qui est dans la même veine que le choix pour le centre aquatique d'Herbignac, hein, Marie-Catherine. Donc, là, c'est pareil, a été soumis à un choix par rapport au nom qui sera mis pour le futur conservatoire intercommunal. Dès le début, en fait, l'idée quand même qui a été partagée, c'est d'enlever la notion et l'appellation conservatoire qui, dans les échanges qui ont lieu, enfermait trop ou pouvait rendre un peu élitiste sur un équipement qu'on veut rendre ouvert au plus grand nombre et que chacun puisse s'y reconnaître sans que le conservatoire envoie tout de suite un message ou une connotation. Donc, plusieurs choix aussi ont été faits. Et dans le choix qui est revenu et qui a remporté là aussi, à la suite de la consultation, un nom qui s'est imposé, ce qui vous est proposé, c'est d'appeler cet équipement intercommunal la Fabrique des Arts. Hein. Donc ça, c'est ce qui vous est soumis en termes de propositions pour qu'on puisse après décliner aussi et préparer dans le cadre du programme culturel, voire des options possibles. Alors, j'ouvre la parenthèse et je la ferme, théâtre. Voilà. Donc, mais ça sera à l'aube du prochain mandat aux élus de définir. Mais en tous les cas, le fait de porter le nom de la Fabrique des Arts ne l'enferme en rien dans une discipline et l'ouvre à toute capacité d'évolution, puisque c'est un équipement qui rayonnera au moins pour 40 ans. Hein. Donc, voilà. Donc, je vous propose de mettre au vote donc l'approbation du nom La Fabrique des Arts pour le futur conservatoire de musique. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 27, donc là, il s'agit de travaux de renouvellement des réseaux EU et AEP, avenue des Opales, avenue des Améthystes, avenue des Saphirs, avenue Saint-Saëns et avenue Bizet à la Baule. Donc là, non, pas de déport de voix, c'est du renouvellement de travaux. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Et le point numéro 28, le dernier point à l'ordre du jour, donc il s'agit du programme local de l'habitat. Donc il s'agit d'accorder une aide à l'acquisition foncière pour la commune de Saint-Liphard. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Donc je vous laisserai prendre connaissance aussi des tableaux sur les décisions qui ont été prises sous délégation et bon de commande. Et puis Norbert l'a évoqué et je souhaitais clôturer aussi pour féliciter
Et bien sûr, j'associe Christelle Chassé, puisque comme vous avez pu le voir, la collectivité, le PCI Cap-Atlantique La Baule-Guérande Agglo, a été distingué au niveau national au titre de capitale de la biodiversité pour l'ensemble de l'engagement qui est porté. Alors, au travers de ce message, je tiens à remercier les équipes actuelles et Christelle Chassé, et je souhaite aussi faire un gros clin d'œil aux élus et aux agents qui nous ont précédés, qui, depuis la création de Cap-Atlantique à l'époque, ont porté dès le début une ambition forte. Ils nous ont tracé le chemin que nous avons suivi, et je pense qu'on peut être très fier de ce qui a été fait, de ce qui est représenté, et qui correspond tout à fait à l'ambition qu'on porte, l'ambition B, un territoire du bien vivre pour tous, dans lequel tout cet écosystème est bien sûr intégré. Alors nous aurons l'occasion avec Christelle d'avoir la remise du prix. Bon, on joue un peu des bras parce que malheureusement on a un ex-aequo, mais on est bons joueurs, puisque au travers des EPCI, c'est la communauté d'agglomération de Blois qui termine aussi ex-aequo avec Cap-Atlantique. Donc il y aura 2 EPCI sur le podium, mais on est bons joueurs. Hein. Donc la remise du prix se fera, je crois, le 20 novembre. Voilà, donc on aura l'occasion, donc au conseil communautaire du 18 décembre, de vous faire partager ce prix et de vous le montrer. Hein. Nous ne sommes pas peu fiers. Hein. Donc vous voyez, monsieur Samama, dans ces temps moroses, nous gardons une ambition forte et lucide. Hein. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie chacune et chacun. Et puis, donc, vous l'avez noté, donc, 18 décembre. Alors, le 18 décembre aussi, le conseil communautaire sera à 18h. Il n'y aura pas d'atelier en amont comme aujourd'hui. Voilà. Donc, je le précise que parfois, voilà. Et puis, je fais la promo pour Claude Baudet. Donc, le salon Zéro Déchet se tient samedi matin, enfin, l'ouverture est samedi matin, dans la salle de Loré-du-Bois, sur la commune d'Herbignac. Merci à toutes et tous, et je vous invite à un moment de convivialité. Oui, je l'ai passé après.